La saison 2 serait-elle celle de la maturité pour moi? Il est trop tôt pour le dire. En tout cas, je peux me réjouir des rencontres faites jusqu'ici. Élodie est ma partenaire de discussion pour cet épisode. Elle m'a vite intrigué, car je voyais toutes ces photos d'elle, icône de la mode, en tenue colorée, chatoyante, et maillot de bain très fashion. Et en même temps, un contraste total avec ce visage grave, impénétrable, cette retenue caractéristique sans doute de sa timidité. Mais je suis pas sûr. C'est trop déstabilisant. Il faut que je la croise pour lui demander. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé quand j'ai commencé à préparer l'émission avec toi, c'est que tu es ce que j'appellerais une fan absolue de la mode. J'étais vraiment impressionné, par exemple des chaussures. Alors, pour ne pas tomber dans les clichés habituels, voilà, les femmes et les chaussures, tu peux m'expliquer en fait, c'est quoi le truc avec les chaussures? Alors on va dire que je fais 1m60, donc je suis pas très grande, mais que j'aime les grands hommes. Et que je trouve qu'en plus de m'agrandir les talons, enfin de me rendre plus grande, plus élancée, j'ai l'impression que lorsque je suis sur des talons, rien ne peut m'arriver. Alors que c'est bien à ce moment-là que je pourrais me tordre la cheville, tomber et autres. Mais je sais pas, je trouve que ça embellit n'importe qui avec quel que soit le vêtement. Et ça a commencé à quel âge? Cette passion des chaussures? Peut-être vers, je sais pas, quand j'ai eu ma fille, peut-être vers à partir de 23 ans, quelque chose comme ça. Il y a aussi, enfin, les vêtements. C'est ma personnalité qui fait que j'aime être féminine, j'aime me plaire. Quand je me regarde, j'ai envie, surtout que je sais que je vais sortir. À vrai dire, quand je me regarde dans le miroir, si je me fais pas moi-même, c'est que c'est pas encore bon. Alors tu m'as devancé, c'est exactement la question que j'allais te poser. C'est quoi être féminine pour toi? Féminine pour moi, c'est me sentir en accord avec ma féminité. Ça veut pas dire avoir des talons, une mini-jupe ou une jupe tout court, hein, ça pourrait être en baggy, mais que je me sente en accord avec ma féminité. Ça n'a rien à voir avec être sexy? Non, même si moi j'aime être sexy. C'est quoi pour toi être sexy? Sexy, je veux, lorsque je me regarde, me sentir désirable. Ça a toujours été comme ça? Plus jeune, enfin quand je dis plus jeune, c'est vraiment adolescente. Mm-hmm. Tu étais plutôt discrète, voire même réservée. Je le suis toujours, même si ça ne se voit pas. Ah, c'est clair. Voilà, ça ne se voit pas. Je sais, une fois qu'on a commencé à parler avec moi, souvent les personnes se disent non, elle est pas timide, elle est pas discrète. Mais moi, je vais pas vers les gens. Mais ils au fond honte. Donc, je ne vais pas aller vers les gens de peur qu'eux. Mais ça ne m'empêche pas, par exemple, on va arriver en soirée avec mes copines ou moi toute seule, je serai en talons, je serai dans une tenue dans laquelle je me sens à l'aise. C'est comme s'il y avait personne d'autre que moi. Donc pour moi, je me sens discrète parce que je fais pas attention aux gens autour de moi. Mais quand tu dis que tu veux être sexy et désirable, c'est désirable aux yeux de l'autre. De l'autre et de moi-même. Et à quel moment ça a commencé? Où tu as assumé cette volonté d'être désirable? Je pense à partir du moment où j'ai eu envie que les garçons s'intéressent à moi. Ça a commencé tôt ou tard? Je pense que c'est à partir de 16-17 ans. Parce qu'avant, les garçons ont commencé à s'intéresser à moi, mais moi je trouvais pas ça intéressant. Je suis même sortie avec un garçon parce qu'on m'a dit ouais, il veut sortir avec toi. Donc j'ai dit OK, mais ça m'intéressait pas. Ça avait un rapport avec ton éducation? C'était très strict à la maison ou... Non, pas du tout. J'étais plutôt ce qu'on appelle, même si je n'aime pas l'expression, ce qu'on appelle un garçon manqué. Moi, je joue au football dans la cité. J'étais un peu petite pour jouer au basket, mais j'essayais. Étant une mauvaise perdante, j'ai vite arrêté. Mais moi, je trouvais la compagnie des garçons plus intéressante parce que il n'y avait pas ces histoires de piaillement, de petits cancan, un tel a dit ci, un tel a dit ça. Non, on sortait, on disait tiens, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va à la plage, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On joue au boule. Mais et c'est ce que je trouvais intéressant à l'époque. Tu as commencé à t'intéresser aux garçons? Parce que je pense que je suis tombée amoureuse. Je pense que c'est à partir de ce moment-là que je suis tombée amoureuse d'un garçon plus âgé que moi et qui du coup forcément plus âgé, plus d'expérience, etc. Donc je pense qu'inconsciemment j'avais envie d'être
à la hauteur soit de ses attentes, soit des autres filles de son âge. Il avait quel âge? Je crois à peu près 25 ans. Ok. Et à cet âge-là, c'était ta première relation sérieuse, on peut dire ça? Oui. Comment, justement, tu savais quoi faire pour être, entre guillemets, à la hauteur? Comment t'as appris? Bonne question. Je sais qu'à l'époque, je lisais je me souviens pas du nom des magazines, mais les magazines de filles, etc. Forcément, les magazines de filles à l'époque, c'était en France. Il y avait les séries télé. Et puis, moi-même, je crois que depuis toujours, quand je me regardais dans le miroir, je me trouvais bien ou pas. Et si en plus, je vais à la rencontre de ce garçon et qu'il me dit que je suis jolie, je sais que ça, il aime bien. Il préfère le short plutôt que le jean, ou il préfère la jupe plutôt que la robe. Et au fur et à mesure, on s'adapte et on se rend compte dans le regard des autres, pas que de l'autre, que son propre regard, je vais pas dire son propre regard, que la définition que l'on peut avoir ou le regard que l'on a sur nous, les autres peuvent l'avoir aussi. Pas tout le monde, certes. Tout le monde ne me trouve pas sexy. Il y a des personnes qui peuvent me trouver vulgaire. Ça, je vais dire clairement, c'est leur problème. Il y a d'autres personnes qui vont trouver que c'est pas assez. Pareil, c'est leur problème. Moi, quand je me regarde, je me sens bien. Être à la hauteur, est-ce que ça voulait dire aussi sexy, provocante? Non, être à la hauteur, c'était vraiment pas paraître une gamine, vu que j'étais déjà mineure et qu'en plus j'en étais une en vrai. À 17 ans, j'étais une gamine, même si dans mon esprit, je pense que j'étais quand même assez mature et que physiquement, j'ai toujours fait plus jeune. Je voulais quand même paraître un minimum. Être à la hauteur, ça voulait dire aussi en fait coucher avec lui? Non, rien à voir. Rien à voir. Le fait d'avoir des rapports sexuels avec lui, il y en a eu certes. Quand j'avais des relations sexuelles avec lui, je ne pensais pas être à la hauteur contre quiconque. Tu te disais pas maintenant que j'ai franchi le pas, là je suis, dans ma tête, je ne suis plus mineur. Là je suis passé de l'autre côté. Pas du tout. Non, pas du tout. Malgré le fait d'avoir envie d'être à la hauteur, mais c'était plus en extérieur. On va en boîte de nuit. Pas envie que cet homme, entre guillemets, ait l'impression d'être avec une petite gamine aux yeux de ses amis, aux yeux des autres filles qui pourraient se dire qui putain est ça et vouloir peut-être, j'étais une fille jalouse en plus, prendre ma place. Même si j'entends bien ton discours, tu es quelqu'un quand même qui a une certaine assurance, le regard de l'autre qui compte. Comptait. Parlait de quand j'avais 17 ans. Quand tu avais 17 ans, le regard comptait. Quelque part, oui, par rapport à cette relation-là. Pas en général. Tu es né dans l'Hexagone, et oui. Puis après tu es revenu, donc tu as un peu navigué entre Martinique, Guyane et puis Guadeloupe. Mm-hmm. À l'époque, tu sentais déjà une différence de mentalité chez les garçons? C'est-à-dire que quand tu étais dans l'Hexagone, est-ce que les garçons étaient différents? Alors, je peux pas répondre à cette question parce que je suis arrivée aux Antilles, donc en Martinique, j'avais 11 ans, donc avant les garçons, déjà à 14 ans, ils m'intéressaient pas, alors imagine à 11 ans. Ouais. Pas du tout, je me battais tout le temps. Donc le regard des garçons commençait à vraiment se faire sentir quand j'ai eu 14 ans parce que presque du jour au lendemain, ma poitrine est sortie, mais elle est pas sortie petit à petit. Elle est sortie, j'avais une forte poitrine. Ça a été un choc? Ah non, c'est un super plaisir pour moi. Ce qui a été le choc, ça a été que les garçons m'ont catalogué carrément autrement du jour au lendemain. Le regard a changé. Voilà, j'étais Hello, avec qui on allait jouer au football, à qui on pensait pour aller faire un sué. Et après, mon téléphone a commencé à sonner à la maison. Oui, madame, est-ce que je peux parler à Elodie? Oui, allô. Oh, un tel, oh, cool. Est-ce que tu veux venir au cinéma avec moi samedi soir? Et là, je comprenais pas. Là, tu étais devenue une femme, en tout cas C'est ça. À leurs yeux. Je reviens sur cette image qui est très importante de toi-même vis-à-vis de toi-même. Quand tu te prépares, quand tu t'habilles, tu te dis quoi? Quels sont les détails auxquels tu vas faire attention pour te rendre désirable? Alors, la première chose, quand j'ai envie de m'habiller, ça commence par les chaussures. On y revient. C'est ça. Là, je suis actuellement en vacances en Guadeloupe, donc je n'ai pas ramené toutes mes paires de chaussures,
Mais je regarde d'abord dans mon placard à chaussures, je choisis une paire de chaussures et ensuite je mets un vêtement qui ira avec. Et au fur et à mesure, donc ça commence par les chaussures. Par rapport aux vêtements que je vais mettre, les dessous seront très importants parce que je l'ai pas dit, mais aussi bien si ça devenait pas quelque chose de si c'était pas quelque chose de sexuel, je pourrais marcher en talons et en dessous. Parce que ce sont des choses que je trouve ça tellement beau. Mais bon, c'est pas possible. Enfin, Donc, si, mais bon. Non, on risque il y aurait des de risques. m'emmener au premier plateau rapidement. Oui, ou au poste aussi avant. Au poste, où on me dirait de retourner dans certains secteurs de la Guadeloupe ou en France. Et non, j'ai pas du tout envie. Mais il y a vraiment cette passion que tu as pour la lingerie fine. Oui, je suis restée juste avant de venir 1h30 à regarder les dessous tout à l'heure. Ça veut dire que, contrairement à ce que nous, hommes, on peut penser parfois, quand vous mettez des dessous, c'est pas forcément que pour nous plaire. Ah, C'est mais d'abord, pas du tout. en tout cas, te concernant, oui. Tes dessous, tu les choisis pour toi. Ah oui, complètement. Mais tout ce que je fais, je le choisis pour moi. Après, j'aime faire plaisir. Et en général, en grandissant, je m'en rends compte aussi. En grandissant, en vieillissant. En mûrissant. Oui, aussi. Je me rends compte que lorsque moi je suis satisfaite, ça fait plaisir de toute façon. Quand tu t'habilles pour aller une soirée resto entre copines ou entre copains, et quand tu vas à un rendez-vous galant où tu sais qu'il y a de fortes chances que ça se termine par du sexe, j'allais dire au lit, mais ne soyons pas trop classiques, juste par du sexe, quel que soit l'endroit, est-ce que quand même tu fais attention à ça? Oui. Oui, parce qu'il faut que ce soit pratique. On ne sait jamais. Est-ce que tu peux te définir pour moi? Bien sûr. C'est pas les dessous pratiques. Alors, en fonction, je vais aller, même quand je vais sortir avec des copines, même avec ma fille, au restaurant ou autre, j'aurai des jolis dessous parce que c'est ce que j'aime. Mais lorsque je sais qu'il y a une possibilité de relation sexuelle, je fais en sorte que mes dessous ne soient pas trop techniques, trop compliqués. C'est-à-dire que, par exemple, je peux avoir un body qui va être un petit peu embêtant à détacher. Ça peut être un soutien avec plein de fils, etc. Ça peut être aussi un string ou, Non, mais c'est super intéressant parce que les femmes qui nous écoutent, elles ont compris tout de suite. Y a pas de souci. Mais moi, en tant qu'homme, et je l'assume, je trouve ça, et pour les hommes qui nous écoutent aussi, j'espère, ouais, ça c'est un truc auquel je n'avais pas du tout pensé. Votre esprit, en tout cas le tien, va aussi loin dans les détails. J'ai un esprit qui est, sans le faire exprès, qui analyse les détails tout le temps. Donc je pense et j'anticipe et je pense aussi à mon bien-être parce que il suffirait que je sois pas très à l'aise avec mes dessous, on se retrouve dans imagine il débande. Quel est l'intérêt pour moi? De le faire revenir. Ouais, voilà, mais bon, si on peut éviter. Ça veut dire oui, voilà, si on peut éviter. On sait pas où ça va se passer. Le classique, on pourrait penser qu'il va nous emmener dans un hôtel avec un lit bien fait, etc. C'est rare. Hein. Toi, c'est quelque chose qui a de l'importance pour toi? Le lieu? Il faut que ça soit très classique, justement, l'hôtel? Pas du tout. Le lieu, peu m'importe. C'est le moment qui compte. Ce qui fait que après, je peux me dire, non, Elodie, franchement, t'as exagéré. Et puis après... Je te demandais quelle exagération? Et puis après, je vais en parler avec mes copines qui vont me dire, mais non... T'as kiffé? C'est tout ce qui compte. Ça t'est arrivé donc d'exagérer? Je vais pas dire exagérer, mais de pas penser à ce qu'il pourrait y avoir autour. Alors, soyons clairs. Tu en avais envie, il en avait envie. Voilà, nous sommes deux adultes consentants, donc tu t'es pas préoccupé non, pas du tout. De pouvoir être vu ou pas? Voilà. Est-ce que être vu, ça aurait pu être quelque chose d'excitant? Mais je pense que le fait... Je me suis pas préoccupée de savoir que je pouvais être vue, mais je pense que le fait qu'il y ait quand même cette option-là rendait la chose encore plus excitante. Un peu plus pimentée. Quand tu as eu ta fille, est-ce que tu as senti un changement chez toi en tant que femme? Est-ce que tu es devenue plus classique? Non, pas du tout. J'ai jamais négligé qui je suis. Et avant d'être maman, je suis une femme. Donc non, j'ai jamais négligé, même si forcément le fait que le corps change, les choses changent parce qu'on passe de femme à mère. On n'est pas tout le temps sexy. Il y a des matins où on se réveille et on n'a pas envie de se préparer, de s'apprêter. Mais ça dure, comme je vois certaines femmes, mais c'est leur choix, je ne critique pas. Ça dure pas des semaines, voire des mois.
ça dure 2 jours. Ça durait 2 jours. Comment vous avez géré ça avec son père, le père de ta fille à l'époque? Est-ce que, si toi tu me dis que tu n'oubliais pas que tu avais été femme avant d'être mère, est-ce que c'était la même chose pour lui? Est-ce que son regard était le même sur Hello, la femme? Alors on va dire que je l'ai éduqué. Parce que pendant la grossesse même, il a fallu lui expliquer que il n'avait pas un engin de 4 mètres de long et qu'il pouvait atteindre mon bébé. Donc, quelle que soit la taille du sexe masculin, ça ne donne pas de coup sur la tête d'un bébé. Donc, il a fallu lui expliquer et lui dire que ça serait mieux que ce soit lui qui me fasse plaisir parce que j'en ai envie. Et alors? Du coup, il l'a fait. Ok, il n'avait pas peur de ne pas te faire mal, pas te blesser. Si, mais la première fois, il a vu que ça ne m'a pas fait mal et ensuite, ça s'est démocratisé dans son esprit puisque jusqu'à la fin, il a fait le passage. C'est important pour toi le sexe dans un couple? Le sexe est important pour moi, dans un couple ou pas. Prendre du plaisir est important pour moi, avoir des relations sexuelles est important pour moi, que je sois en couple ou pas. Il y a la possibilité de se masturber aussi. Tu as déjà été amoureuse, j'imagine? Oui, je suis une grande amoureuse. Une grande amoureuse, une grande romantique. Aussi. Ouais. L'amour ne suffit pas? Non, pas pour moi. Pas pour moi, d'autant plus que je suis une personne qui se lasse. Donc j'ai besoin de changement, de renouveau, j'aime pas le côté plan de la vie. La vie, il faut qu'on la vive, même si j'ai pas de passion particulière, mais il faut vivre la vie. Et le fait d'être là, on est assis, on s'entend très bien, bon, on n'a qu'à être amis. Parce que si finalement sexuellement ça fonctionne pas, et qu'on s'entend très bien, c'est que nous sommes amis. Et tu te lasses aussi du corps de l'autre? Puisqu'au bout d'un moment, tu as fait le tour quand même. Non, parce que du corps, ça ne m'est jamais arrivé. Parce que ce qui m'ennuierait, c'est qu'on fasse tout le temps la même chose. Tout le temps la même chose, au même endroit, à la même heure. Ouais, non, ça, non. Voilà. Mais de son corps, non, pas du tout, parce que parfois on découvre, je sais pas, j'avais peut-être pas pensé pendant 2 ans à toucher ses tétons, puis un jour j'y pense, je vois que ça lui fait quelque chose, donc ça peut être, et puis comme je dis, le fait de le faire ailleurs. Et toi, tu te remets souvent en question en matière de sexe, tu cherches toujours à donner du plaisir, à faire plaisir à l'autre? Oui, je vais pas dire toujours, mais pour moi, c'est le but de la relation sexuelle, c'est qu'on se fasse plaisir tous les deux. Un homme qui veut avoir un rapport sexuel avec moi, ça se fait, et je me rends compte que la seule chose qui l'intéressait, c'était son propre plaisir. Il n'aura pas une deuxième chance de me montrer que il pourra faire mieux la prochaine fois. J'imagine que ça t'est arrivé. Oui, donc, malheureusement. Il y a des gens qui pensaient qu'à eux. Et dans ces cas-là, autant tu me dis que dans ta relation, le sexe est très important. À l'inverse, tu peux très bien avoir des rapports sexuels sans aimer. Totalement. Tu as déjà été jugé pour ça? En tout cas, pas face à face. Donc je ne sais pas. Probablement dans mon dos, mais en tout cas face à face, jamais. Mais des hommes, non? Jamais ne m'ont dit quoi que ce soit, non. Au contraire, parce que, en tout cas, les gens que j'ai rencontrés, les hommes que j'ai rencontrés, avec qui j'ai eu des rapports sans amour, sans même de projet, sans même de se dire qu'on aura des rapports et peut-être qu'on verra par la suite ce que ça donnera. Non, au contraire, parfois même, je vais pas dire qu'on devient amis, mais on garde quand même une relation. Mais toi, tu fonctionnes au feeling. C'est-à-dire que si sur le moment, la connexion est tellement forte, même si on s'est rencontrés il y a 1 heure, on pourra coucher ensemble. Je vais pas dire 1 heure non plus que ça se fait dans l'heure, mais souvent on m'a souvent dit ça et c'est peut-être vrai. J'ai comme une sorte de 6e sens. Il y a quelque chose qui fait que je ressens les gens. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis assez en retenue, que je me mets souvent, je vais arriver dans une pièce, il y a du monde, je me mets souvent dans un coin parce que je vais observer. Et avant même d'avoir une conversation avec quelqu'un, je l'aurais déjà observé un moment et j'aurais su si... souvent, je sais que ça va rien donner, que ce soit fille-garçon, quel que soit le type de relation. Et par rapport aux relations sexuelles, ça m'est jamais arrivé de rencontrer quelqu'un et dans l'heure que ça se fasse. Ça m'aurait pas dérangé, hein. Mais ça ne m'est jamais arrivé. Il y a toujours eu de la conversation.
comme je te disais, je fais attention aux détails. Et en fonction de, ça peut être la façon dont la personne se tient, ça peut être la façon dont ses mains, dont elle s'exprime, son regard, ce qu'elle dit. Parce qu'au bout d'un moment, quand la personne est à l'aise, il y a plein de choses auxquelles elle ne fait pas attention. Mais moi, oui. Là, justement, il y a une bascule au niveau de ta vie, parce que bon, on va en parler maintenant. Tu as été diagnostiqué d'un cancer. Oui. La première fois, c'était en quelle année? En 2018, en mars 2018. Très peu de temps après, tu as subi une opération. C'est ça. Moins d'un mois après, j'ai subi une double mastectomie. Quand le médecin t'a dit que voilà, c'était ça la solution. Justement, tu nous parlais de tes seins un peu plus tôt. J'imagine que ça a été un choc. Le choc a été le lendemain de l'opération, parce que je n'avais pas du tout imaginé ce à quoi je ressemblerais en acceptant la double mastectomie. En vrai, ce que j'avais accepté dans mon esprit, c'est pas la double mastectomie, mais la reconstruction. Donc le fait d'avoir des prothèses et d'avoir une poitrine de jeunette, même si je sais qu'à 36 ans, je n'étais pas âgée, mais avoir une poitrine d'une personne qui n'a pas allaité, qui n'a pas enfanté et qui a une vingtaine d'années. C'est plutôt ce que j'avais accepté. Sauf que lorsque j'ai découvert que le lendemain de l'opération, que j'étais toute plate avec un truc un peu flasque parce que c'était de l'eau qu'il y avait dans la prothèse qu'ils m'avaient mise, ça a été un énorme choc qui fait que j'ai dû pleurer, je pense, tout un après-midi. Là, on parlait de féminité plus tôt. Là, tu t'es dit, non, c'est bon, je suis plus une femme. Ah oui, je me suis dit, en fait, devant en moins qu'à son dos en moins. Enfin, ça n'a plus aucun intérêt pour moi. Qu'est-ce que je vais faire de ça? De ça, je parle de ma poitrine, mais aussi de mon corps. Et qu'est-ce que les hommes, vu que je suis hétérosexuelle, qu'est-ce que les hommes vont faire de moi? Cette période-là a duré combien de temps? Cette période-là a duré... Cette dévalorisation de toi-même, de ton corps. L'après-midi pendant que je pleurais. Juste un après-midi. L'après-midi pendant que je pleurais, voilà, je suis passée par toutes ces phases de je vaux plus rien. J'ai eu au téléphone, je sais pas si c'est ce jour-là ou le lendemain, et aussi je l'ai vu, une de mes copines, une femme extraordinaire, qui m'a accompagnée à partir du jour où je lui ai annoncé que on était proches, mais on n'était pas aussi proches. On s'entendait bien, on aimait aller danser ensemble, surtout. Et à partir de ce jour-là, quand je lui ai annoncé que j'avais ce cancer du sein, elle ne m'a plus jamais lâchée. Elle m'a appelé 2 heures avant mon opération. Elle m'appelait tous les jours, sinon c'était un petit message ou une note vocale, tous les jours pendant au moins 1 an. Et quand je l'ai eu au téléphone et qu'elle m'a dit, je me souviens plus de ce qu'elle m'a dit, mais rien que d'entendre, elle a une voix tellement douce, elle m'a rassurée sur le fait que ça viendrait. Et au fur et à mesure, le fait de parler avec elle régulièrement, de la voir, etc., et puis d'en parler à d'autres, même si certains de mes amis qui m'ont dit au toujours ni d'ayé, pour eux, même si c'est quelque chose qui peut être vu de façon maladroite, pour eux, c'était une façon de dire, Elodie, t'es pas perdue. Et au fur et à mesure du temps, mais c'est allé assez vite, parce qu'une fois qu'ils ont commencé à gonfler les prothèses, peut-être à partir d'1 mois après, j'ai commencé à avoir une sorte de forme. Après, au fur et à mesure du temps, c'était vraiment énorme. Mais je me suis dit, ça risque d'être, ça sera pas si mal. Et donc là, petit à petit, tu as pu quand même reprendre confiance en toi. Oui, je marchais dans la rue, quelles que soient les tenues que je mettais. Tu n'as pas changé de tenue vestimentaire? Non, j'ai pas changé ma façon de m'habiller. Ce qui a changé, ce sont les choix de mes dessous. Parce que du coup, je pouvais tout mettre avant, et avec les prothèses, je ne pouvais plus mettre les femmes le sauront, les balconnets. Les soutiens avec les baleines, etc., ou il fait push-up, etc., je pouvais pas mettre ça, je pouvais mettre que des triangles. Et je m'étais pas spécialement intéressée aux triangles, et il fallait que je trouve des triangles qui me fassent plaisir. Donc j'en ai trouvé, donc toutes ces choses-là m'ont permis de reprendre confiance en moi assez rapidement. Et comme je le disais, j'ai mis une paire de talons, je crois que c'était 1 mois après, il y a eu un anniversaire, 1 ou 2 mois après. Il y a eu un anniversaire d'un de mes amis, la plupart des gens ne le savaient pas.
Et on m'a regardé comme si de rien n'était. Personne n'a vu la différence par rapport à ma poitrine. On m'a complimenté sur ma tenue. Et je me suis dit qu'au final, ça passe. On me draguait, mais avec les filles, on est parti en soirée. On a continué à me draguer, j'ai envie de dire, comme avant. Comme avant. C'est ça. Mais surtout que de tes 20 ans jusqu'à aujourd'hui, tu as été quasiment jamais seule. J'ai pas toujours été en couple, mais j'ai pratiquement toujours eu une relation. Parce que tu sais pas dire non? Parce qu'on te drague beaucoup? Non, on me drague pas beaucoup. Ni que je sais très bien dire non. Je suppose que ce sont des opportunités qui s'amènent à moi à chaque fois. Alors c'était la petite parenthèse pour sourire, mais je reviens sur quelque chose de beaucoup moins drôle évidemment. Est-ce que tu étais en couple ou est-ce que tu voyais des gens quand tu as appris ta maladie et quand tu as subi l'opération? J'étais en couple avec un homme depuis plus de 8 ans. Comment est-ce que ça a joué sur votre vie sexuelle, la double mastectomie? On a continué à avoir des rapports. Il me regardait pas, il ne me touchait pas le haut du corps. En même temps, on va dire que j'ai demandé des rapports alors que j'étais pas encore remise. Donc, ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que c'est extrêmement douloureux. Ça touche à tout le haut du corps. Donc, tousser fait mal, rire fait mal, éternuer fait mal, respirer trop fort, une mauvaise position, tout fait mal. Très très mal. Donc on va dire, je connais pas le nom des positions. Moi je l'ai fait à l'instinct, sans les appeler, voilà. Mais on va dire la position où je suis allongée et il vient dans mon dos. Alors, la cuillère. Voilà, la cuillère. À soupe ou pas. Oui. On a pratiqué. Après, pour être plus à l'aise, je me mettais à cheval sur lui. Amazon. Mais il ne me touchait pas le haut du corps. Il ne te touchait pas parce qu'il y avait un blocage chez lui ou c'est toi? Il savait que ça te ferait mal et donc... Je pense que c'est les deux mélangés. Je pense que moi, j'avais un blocage avec ça. On va dire que ma poitrine était un blocage, mais pas du tout le reste de mon corps. Donc, mon vagin, mon clito, etc. était libre d'accès, ne me faisait pas mal et j'avais du désir. Et je me suis beaucoup renseignée aussi sur la libido du compagnon. J'ai lu qu'il y a beaucoup de personnes qui ne faisaient plus rien pendant cette période-là. J'ai lu qu'il y a beaucoup d'hommes qui allaient voir ailleurs, tout simplement. Pas forcément parce qu'ils avaient envie de tromper, mais juste parce que ils avaient envie sûrement de se sentir homme. Enfin, j'ai lu plein de choses. Moi, j'avais peur qu'il s'en aille et j'avais peur de perdre ma sexualité. Est-ce que c'est cette peur qui te poussait à aller chercher le rapport chez lui ou alors tu en avais vraiment envie? J'avais envie. Tu as écrit une phrase très intéressante parce que bon, fallait bien que je prépare l'émission quand même. Donc je suis un peu allé regarder et tu as écrit une phrase que j'ai bien aimée. Tout ce qui nous rend heureux est bon pour la santé. C'est ce que je pense. Et donc le sexe. Entre autres, oui. Et moi, je suis interpellé. Je me dis, chérie, c'est quand même une nouvelle terrible que personne n'a envie d'entendre dans sa vie. Pour les autres et encore moins pour soi. Et pourtant, toi, ça n'a pas touché à ta libido. Pas du tout. Combien de temps après, tu as eu des rapports après l'opération? Je ne sais pas, peut-être, je sais pas, mais dans le mois après l'opération. Je me souviens, je peux pas dire précisément, mais je sais que dans le mois après l'opération. C'est allé très vite, hein. Peut-être même 15 jours, hein. Mais je me souviens vraiment pas. Le sexe, très clairement, te rend heureuse. Oui. C'est bon pour la santé. Les chaussures, la lingerie, danser, manger, la plage, le soleil. Ah oui, ben je ferai un podcast sur la plage. je te réinviterai. Mais ça faisait partie aussi de la thérapie? Oui. Comme le médecin m'a dit de faire des choses qui me rendaient heureuse. Et il m'a dit, est-ce que vous faites du sport? Je lui ai dit, est-ce que le sexe ça compte? Parce que c'est sportif parfois, hein. Il a rigolé. Je lui ai dit, est-ce que la danse, ça compte? Il m'a dit, qu'est-ce que vous faites comme danse? Je lui ai dit, je danse du zouk. Je lui ai dit, mais vous savez pas, quand on est sur nos talons et que le garçon plie ses genoux, nous fait balancer, etc., c'est du sport, hein. Et dormir. Ce sont mes 3 activités qui font que je suis heureuse malgré cette maladie, ces opérations, cette chimiothérapie. Donc vous n'avez pas eu recours à un ou une sexologue? Pas du tout. Là, au niveau non, pas de du votre tout. vie sexuelle, ça n'a rien changé. Non, mais on s'est séparés quand même très rapidement. Mais ça n'avait rien à voir avec la vie sexuelle.
Non, ça n'a rien à voir avec la sexualité. Je pense, en même temps, on se connaissait quand même très 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 bien de ce côté-là. Malheureusement, la maladie est revenue. C'est malheureusement ta deuxième récidive. Donc on a parlé des seins, où oui, forcément c'est un choc. Autre élément qui est très important chez une femme, notamment, ce sont les cheveux. Comment est-ce que tu as vécu? C'est toi-même qui as coupé tes cheveux, tu n'as pas attendu de les perdre par la chimio. Le médecin m'avait prévenu, l'oncologue m'avait prévenu que je perdrais mes cheveux entre les 2 premières chimios. Les 2 premières chimios étaient, c'était une chimio toutes les 3 semaines. Donc je savais à peu près quand j'allais perdre mes cheveux. Vu que je commençais ma chimio le mois de mon anniversaire, ce que j'ai décidé, c'est de me faire une coupe courte, de façon à ce que éventuellement, j'avais pas peur de perdre mes cheveux, mais éventuellement, que le choc soit moins important pour moi et pour les autres. Mais lorsque j'ai rasé ma tête, je l'ai fait parce que en fait mon crâne me brûlait. J'avais une sensation de brûlure quand mes cheveux ont commencé à tomber. Donc dès que je posais ma tête sur mon oreiller, un coussin, etc., j'avais une sensation de brûlure extrêmement désagréable. Et bien sûr, en allant me doucher pour me rafraîchir le crâne, j'avais des poignées de cheveux dans la baignoire, qui fait que j'ai dit à ma fille, je crois que ça y est, c'est le moment, et elle m'a rasé la tête. Et lorsque je me suis regardée dans le miroir, parce que ma crainte, c'était pas de perdre mes cheveux, mais que lorsqu'on me voit, on voit une personne malade. Parce que jusqu'à présent, le fait d'avoir le cancer, je ne me sentais pas malade. J'ai jamais eu de douleur, à part la douleur de l'opération, des opérations, mais j'ai pas eu de douleur liée au fait que le cancer soit présent, à la tumeur présente, au nodule présent dans mon sein. Mais je me suis dit, mes cheveux qui étaient quand même assez longs, frisés, etc., on me reconnaît souvent de loin avec ma tignasse, j'avais pas peur de les perdre. Sauf que ça aurait pu complètement changer mon visage et faire que je ressemble à une personne grabataire ou livide, etc. Et finalement, quand je me suis regardée dans le miroir, j'ai dit, oh, je suis pas si affreuse que ça. Tu t'es pas sentie moins féminine, tu t'es pas sentie moins séduisante? Pas du tout. Moins désirable? Non, j'ai juste senti que, vu que j'étais en France, j'ai senti qu'il faisait plus froid. Oui, oui, ça, malheureusement, oui. Mais je me suis pas sentie moins désirable, en tout cas, je n'y ai pas pensé à ce moment-là. C'est vrai que je suis souvent sur Instagram, etc. Je n'ai pas filmé mon crâne donc j'ai rasé ma tête début novembre et je n'ai pas filmé mon crâne avant le Nouvel An par là. Pourquoi? Parce que j'avais pas envie qu'on me pose des questions. Personnellement, tu n'avais pas honte? Non, j'avais pas honte, mais j'avais pas envie de devoir pose. répondre à des questions. Souvent, les gens ne pensent pas à ce qu'ils disent avant de le dire. Et puis aussi parce que je me suis dit que le jour où je vais me montrer, vu qu'on est habitué à me voir d'une certaine façon, il faut que je sois un minimum apprêtée. On était en confinement, etc. Je faisais la chimio, je dormais presque 5 jours sur 7. Donc j'étais en pyjama pratiquement toute la journée. Il fallait que je revienne. Tu as une image à tenir. Entre guillemets. Un standing. J'exagère, hein. Ouais. C'est vraiment pour rigoler que je dis ça, mais je voulais revenir bien et je voulais pas revenir déjà je savais qu'on allait me poser des questions sur mon crâne. Je voulais pas qu'en plus qu'on se dise oh, mais qu'est-ce qui lui arrive? Donc Noël, j'étais apprêtée. Est-ce qu'à ce moment-là, au moment de la deuxième récidive et puis la chimio, tu avais des relations? Oui, j'en avais. J'ai rencontré un garçon super intéressant, drôle, etc. Tout comme j'aime, très grand et tout. La veille du jour où j'ai appris ma récidive. Ça m'a mis c'est plus qu'une claque, hein. Je crois que c'est double, triple claque. Pas la virer même. Parce que j'avais passé une super soirée avec lui. Le lendemain, tout le monde dit que il suffit de penser aux bonnes choses et puis tout va se passer. Donc quand on m'a annoncé les résultats, moi je suis arrivée super confiante. Et là, j'ai pris un coup de poing même. 2 jours après, il m'invite à venir chez lui. Je sais pas quoi faire parce que je suis complètement décomposée. Je sais que ça peut-être qu'on aura des relations sexuelles. Et moi, je pense qu'il y a une seule chose, c'est à ce qu'on vient de m'annoncer et à tout le protocole qu'on m'a proposé. Et au final, mes copines me disent, je suis peut-être pas obligée à chaque fois de le dire aussi brutalement. En même temps, je crois pas qu'il y a de bonne façon pour l'annoncer. Moi, je vais tout raconter. C'est comme un sparadrap. Faut enlever d'un coup. Exactement. C'est comme ça que je fais aussi, d'ailleurs, pour mes pansements.
Il a extrêmement bien réagi. Vraiment, je crois que c'est une des personnes qui a les mieux réagi. Je pourrais le mettre dans le top 5. Alors qu'on se connaissait pas très bien. On se croisait beaucoup en soirée, on dansait ensemble, mais on n'était jamais passé au stade du rencard. Et encore moins de devoir se déshabiller, etc. J'ai pas enlevé mon haut. Tout s'est fait très bien, c'était très bien, mais je n'ai pas enlevé mon haut. Pourquoi? Parce que je n'ai pas senti que... il l'a pas enlevé, il a pas essayé de le faire, et moi-même, je me suis dit, je veux pas choquer, voilà. Tu as des cicatrices? Oui, j'ai 2 grandes cicatrices. Je sais pas, ça doit faire au moins 10 centimètres. Comme lui, il y a d'autres hommes que ça a pu... qui n'ont pas voulu voir ou toi, est-ce que tu as des stratégies dans le noir? J'ai pas de stratégie, parce qu'en fait... toute mon appréhension avant un rapport sexuel par rapport à ma poitrine, parce que je l'ai quand même, mais dans le sens où je veux pas choquer, je veux pas que la personne en face, comme je le disais tout à l'heure, débande ou me trouve moins intéressante alors qu'on est tout chaud. Moi j'ai envie de finir avec ça. Voilà. Et j'ai pas envie que je pense que ça pourrait aussi en plus de me vexer, me faire revenir en arrière sur tout ce que j'ai réussi à surmonter pour passer dessus. Et du coup, quand je sens que l'homme ne s'approche pas de ma poitrine, les premières fois, je laisse faire. Mais au bout de quelques fois, je lui pose la question. Pourquoi tu ne me touches pas? Donc j'ai déjà eu la réponse parce que je veux pas te faire mal. J'ai déjà eu la réponse parce que je veux pas te mettre mal à l'aise. C'est toujours par rapport à moi, selon leur dire. Tu faisais référence au fait que, en fonction des hommes que tu pouvais rencontrer, ils n'avaient pas tous la même réaction. J'ai envie de te demander, quelle serait la réaction idéale? Qu'est-ce qu'un homme, justement pour ne pas blesser, pour ne pas vexer, pour mettre mal à l'aise, quel comportement il devrait avoir dans l'idéal avec toi pour que tu te sentes vraiment en confiance? Et ne pas penser à tes cicatrices, à ta maladie. Alors, je vais répondre déjà en te donnant deux façons de faire différentes. Il y a, comme je disais tout à l'heure, celui qui va pas me toucher. Mais je suis tombée aussi sur un homme qui voulait tellement me montrer que ça ne le dérangerait pas de le voir, qu'il m'a tout de suite déshabillée. Et là, ça m'a complètement mise mal à l'aise, alors qu'au final, quelque part, c'est ce que je voulais. Mais ça m'a vraiment mise mal à l'aise parce que j'étais pas préparée à ça. Et je pense que tout simplement, qu'on puisse en discuter au fur et à mesure. Pas qu'on s'asseye dans un canapé, qu'on discute, oui, est-ce que je peux te toucher par-ci ou par-là, mais pendant la relation, pendant l'acte, ou pendant le bisou, etc., il descend tendrement, il commence à me toucher, s'il veut pendant, il me pose des questions, il me demande s'il peut. L'échange, pas le fait de ne rien dire ou le fait de complètement faire l'inverse et allez, allons-y, fais sauter ton soutien, mais qui est vraiment cette envie, cet intérêt, voilà, qu'il me montre, parce que on va pas se cacher, quand on rencontre un homme, une femme ou autre, on aime ressentir qu'on a de l'intérêt pour l'autre, on l'intéresse. Et moi j'ai envie que le fait que je te raconte que j'ai une double mastectomie, j'ai un cancer, etc., que tu aies pas que de l'intérêt pour est-ce que tu te sens malade avec le cancer, mais que tu aies aussi de l'intérêt sur ce que je ressens vis-à-vis de mon corps, vis-à-vis de ma sexualité, et aussi ce que tu peux faire ou ne pas faire. Ça t'est arrivé justement de tomber sur des hommes qui avaient une curiosité morbide et tu as senti que, au contraire, eux, ils étaient très empressés de voir tes cicatrices ou faire quelque chose de malsain? Non, heureusement, je ne suis pas tombée sur ce genre de personnes. Non, je suis tombée sur, comme je dis, soit ils ont tellement peur de me toucher, mais ils disent que c'est par rapport à moi, même si moi j'ai toujours dans un coin de ma tête l'idée que c'est aussi parce qu'eux sont mal à l'aise avec ça. Et celui qui détachait mon soutien du coup, j'étais pas préparée. Et j'ai pas ressenti que c'était pour regarder, pas du tout. Il avait besoin de me montrer qu'il est décomplexé avec ça et qu'il veut me mettre à l'aise. Est-ce que tu as conservé une sensibilité? Alors, j'en ai un petit peu maintenant. Mais ce qui me manque le plus, parce que je n'ai plus mes tétons, ce qui me manque le plus, c'est la sensation
Lorsqu'on caressait mes tétons, suçait mes tétons, lorsqu'on frôlait mes tétons, c'est ce qui me manque le plus. Ce que je n'ai pas et que je n'aurai plus jamais. J'ai des sensations, alors si on me pince, je le sens, parfois en fonction de mon humeur, de l'ambiance, de plein de choses. Lorsqu'on me caresse, je peux ressentir. Et puis d'autres moments, la même personne, je sens rien du tout. D'accord, donc le sein reste un peu sensible. Toutes les connexions nerveuses ne sont pas encore faites entièrement, donc c'est très aléatoire. Mais ça continue avec le temps, les connexions nerveuses. Je veux dire, est-ce que dans quelques mois, tu seras encore plus sensible ou là, c'est... Je l'espère, mais je ne sais pas. J'avoue que j'ai pas posé la question au médecin. J'avoue aussi que je me suis concentrée sur ma chimio que j'ai terminée très récemment et que le garçon que je fréquente actuellement ne me touche pas le haut du corps, donc je ne sais pas. Et que moi-même, avant, je me touchais même pour m'endormir, je me caressais légèrement. Bon, ça fait des années que je ne le fais plus. Donc je ne m'intéresse plus à ma poitrine. Vous en avez discuté, j'imagine? Non. Tu réserves ça pour après le podcast? Non, j'attends parce que c'est récent, on s'entend très bien sur plein de choses et c'est toujours ce côté brusqué. Je me rends compte qu'il est assez pudique, ce que je ne suis pas. Enfin si, je suis pudique pour m'exposer, même si je disais que je pourrais me balader en dessous. Mais parce que pour moi, c'est comme un vêtement. Nu, je me sentirais très mal à l'aise. Mais pour moi, c'est comme un maillot de bain. Ce sont des sous-vêtements. Voilà. Les garçons se promènent à longueur de journée en caleçon et moi, je les envie. J'aimerais pouvoir me promener aussi en body, en dentelle, avec mon string, mais c'est pas vu pareil, malheureusement. Enfin, tu pourrais aller sur des plages où c'est même requis. Oui, mais bien souvent, je l'ai fait une fois, deux ou trois fois, mais bien souvent, ce qu'il y a sur la plage m'écoeure. Mais oui, mais en fait, tu n'y vas pas pour ça. Oui, mais je vois. Mes yeux, ils se collent pas quand j'arrive sur la plage. Oui, mais quand tu arrives sur la plage, c'est pour te baigner, c'est pas pour reluquer les... mais j'ai pas envie. Non, je reluque pas. Mais comment je peux dire ça? Gader, c'est nourrir Asier. Et ouais, mais gader. Voilà. Ok. Avant de manger au restaurant, on regarde la carte. Et parfois, on hésite entre deux plats. Je n'y avais pas pensé, l'analogie à la plage de nudiste et la gastronomie, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Plaisir des yeux, c'est très important pour moi. Je suis très fidèle, en amour, en amitié, dans mes relations générales. Même si peut-être que je peux paraître un peu volage pendant ce podcast-là, mais je suis très fidèle. Mais ça ne m'empêche pas d'apprécier le paysage. En tout cas, toi, même si évidemment, comme n'importe qui, tu as eu ce choc au début, mais aujourd'hui, tu peux pas dire que ça ait grandement affecté ton désir déjà. Ma libido n'a pas du tout été affectée. Contrairement à d'autres, parce que je suis dans une association, l'association Les Amazones, et on échange tous les jours sur plein d'aspects. La chimiothérapie n'a pas eu le même effet sur moi que sur la plupart d'entre elles. Toutes celles qui étaient en soins en même temps que moi ont eu beaucoup d'effets secondaires. Moi, les deux effets secondaires que j'ai eus, ça a été la perte de mes cheveux et le fait de dormir beaucoup plus. Mais j'ai pas eu de nausées, j'ai pas eu de vomissements, j'ai pas eu de... pratiquement rien en fait. Donc pas de perte de libido. Et pas du tout même. J'ai même l'impression que ma libido s'est décuplée. Mais ça doit pas être grâce à la chimio, ça. Je n'en ai aucune idée. Je sais pas, mais j'y pensais encore ce matin, où je me masturbais ce matin, et je me dis, mais tiens, Elodie, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu as encore besoin de te masturber? Oui. Tu as souvent envie? Oui. Lorsque je suis sans relation, c'est comme si le feu est éteint. Mais à partir du moment où je fréquente quelqu'un, c'est du grand brasier, enfin, ce sont des grandes flammes. Donc ça veut dire qu'une fois que la personne a réactivé la chose... Exactement, Leica a choqué, ouais. C'est vraiment comme un volcan. Un volcan en éruption. Voilà, j'ai eu ma réponse sur Elodie. Je tenais à terminer notre échange sur cette note. Non pas que parler de sa maladie n'était pas important. Au contraire,
Mais je ne voulais pas la réduire à celle-ci. Elodie a eu un cancer, et non pas une mais 2 récidives. Et tout ça en 3 ans. Ouais. Mais Elodie est aussi, et même surtout, une femme qui veut continuer à croquer la vie à pleines dents. Vous l'aurez compris. La vie est trop courte et trop précaire pour ne pas se donner et prendre du plaisir là où on le souhaite. Alors pour ça, merci Elodie. C'est une belle leçon de vie. Merci de votre fidélité à Encore et continuez de partager autour de vous car on ne jouit bien que de ce qu'on partage.